Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 romans et 2 graphiques. Dans les romans, il y a un coup de cœur et 2 coups de cœur et 2 coups de cœur et demi. Bon, enfin, pas loin de 3 coups de cœur, donc on n'est pas loin sur un kin intégral. Et 2 très bons graphiques. Je vais commencer par les graphiques. J'ai lu le 2e tome de To Your Eternity de Oshitoki Oma chez Pika Édition. J'avais beaucoup déjà aimé le 1er tome. Je vous rappelle le pitch de départ si vous n'avez pas suivi. On suit une entité qui arrive sur Terre qui est sous forme de boule d'énergie et qui ensuite prend l'apparence de ce qu'elle rencontre. Donc elle devient une pierre, puis elle rencontre un loup, donc elle devient un loup. Au moment où je décide de tourner, il se met à pleuvoir de la grêle, je vous jure. Il grêle. Là, à l'heure actuelle, c'est le déluge. Donc j'espère que ça va pas trop pourrir le son de la vidéo. Dans ce tome-là, donc cette entité prend l'apparence d'un loup, puis après l'apparence d'un garçon, et en fait, elle va suivre comme ça à chaque fois l'apparence d'un être. Elle prend l'apparence d'un être qui va décéder en fait. Je reprends en espérant que le son ne soit pas trop parasité par le déluge extérieur. Donc je disais, dans ce tome-ci, on continue à suivre cette entité, et en fait, on est vraiment sur un voyage initiatique de cette entité. Oui, ce que je vous disais, c'est que quand elle prend l'apparence de quelque chose, de quelqu'un, elle ne comprend pas sa personnalité, elle ne comprend pas l'essence de la personne. Donc par exemple, à un moment donné, enfin au début, elle prend l'apparence d'un jeune garçon, mais elle n'a pas de notion de langage, elle n'a pas de notion de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Donc elle reste vraiment juste avec un corps habité. C'est une entité qui est indestructible. Donc quand elle a pris l'apparence d'un corps, le corps qu'elle a ne peut pas décéder. Dans le tome 1, on découvrait également en parallèle le monde de cette petite fille qui était très proche d'un monde un peu inca, avec des sacrifices humains et tout ça. Dans ce 2e tome, on continue à suivre les mêmes personnages, mais il va y avoir une évolution. Et Im, donc il s'appelle Im, enfin la petite fille l'a appelé Im, va changer un petit peu, va changer d'apparence et va changer d'environnement. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, même si j'aurais aimé que ça reste sur l'ambiance du tome 1. Parce que je peux pas trop vous dire, parce que sinon ça vous spoilerait, mais voilà, j'aurais aimé qu'on reste un peu dans l'univers du tome 1. C'est pas la même chose, mais ça reste intéressant, et je me demande où est-ce que ça va nous mener, en fait, cette quête. Est-ce que cette entité, de toute façon, dans le tome 2, elle commence à comprendre et à aborder, à comprendre des notions de langage et tout ça. Donc je pense que petit à petit, elle va être plus proche d'un fonctionnement humain, en fait. Donc j'ai hâte de savoir comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle va rencontrer dans le tome 3 ou qu'est-ce qu'elle va devenir dans le tome 3. Le 2e manga que j'ai lu, il s'agit du 1er tome de Une sacrée mamie de Oshishi Shimada et Saburo Ishikawa. C'est le tome 1 de cette saga que j'ai vu chez Étienne et que j'ai vu un bouquin d'étoiles, il me semble, le nom de sa chaîne, et j'ai vu plusieurs personnes en parler. Il me semble aussi que Fanny, de Juste un chapitre de plus, m'en avait parlé. J'avais très envie de découvrir ce manga. On est en 1958 à Hiroshima. On va suivre une jeune maman qui vit seule avec ses 2 enfants, ses 2 garçons. Et en fait, à cette époque-ci, c'est très difficile de les nourrir. Elle n'a pas les ressources, en fait. Donc, elle décide d'envoyer le plus jeune, qui s'appelle Akihiro. Elle décide de l'envoyer chez sa mère, à elle, donc sa mamie à lui, pour qu'elle s'occupe de lui, qu'elle le nourrisse et que voilà, qu'elle s'en occupe parce qu'elle ne peut pas le gérer en ville. Quand il arrive là-bas, bah forcément, il est très déstabilisé parce que c'est une vie à la campagne et puis il n'a pas l'air de beaucoup connaître sa mamie et surtout, il n'a pas envie d'être là, il a envie d'être avec sa maman, il est assez jeune. Je ne sais pas si on dit son âge, mais il a l'air quand même très jeune. Et petit à petit, il va y avoir un lien qui va se créer entre cette mamie et ce jeune garçon. Un lien extrêmement touchant, forcément, puisqu'ils se retrouvent à vivre tous les deux dans cette maison. Ils sont extrêmement pauvres. Et en fait, la mamie, elle arrive vraiment à transformer tout ça avec, c'est un manga tranche de vie où il y a vraiment plein de belles leçons de philosophie sur la vie et sur qu'est-ce qui nous apporte du bonheur et qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est les possessions et tout ça. Donc c'est super mignon. Je lirai évidemment la suite avec grand plaisir et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait... voilà, je me suis beaucoup attachée à ce duo, pas particulièrement à la grand-mère, pas particulièrement au fils, au petit-fils, mais vraiment à cette
ce duo qu'ils forment ensemble, qui est très touchant et qui donne envie d'en savoir plus. Je vais continuer ensuite par le coup de cœur le plus petit des trois, parce que je pense que vraiment on est sur 3 coups de cœur. Je suis pas sûre que j'avais déjà tourné un update où il n'y avait que des coups de cœur. Donc c'est peut-être une première, mais je suis pas sûre, donc bon, faudrait que je vérifie. J'ai lu La Nuit des Anges de Anna Tomasi. Alors moi j'ai vu ce livre, j'ai eu envie de lire ce livre, parce que c'est Sève de la chaîne Sève d'Il est bien ce livre, qui en avait parlé et qui m'avait donné super envie de le lire. Sève, elle est spécialiste plutôt de tout ce qui est polar, thriller, policier, roman noir. Et c'est vrai que je trouve qu'elle a une façon de décrire les livres qui est assez claire pour savoir si c'est fait pour soi ou pas. Je ne sais pas si moi, pour le coup, j'ai été très claire. On va suivre ici une jeune mère de famille qui s'appelle Alice. Alors Alice, elle vit avec un jeune garçon qui est autiste et elle vit, je crois qu'elle vit à Paris, il me semble. Et en fait, c'est quand elle a eu, elle est psychologue de formation. Et quand ils ont découvert que son fils était autiste, c'est son mari qui s'en est principalement occupé. Et au bout d'un moment, bah, il dit ok, bah, j'ai sacrifié tant de temps à la vie de notre fils, j'arrête tout, je te le laisse et je vais faire ma vie ailleurs. Donc il la quitte. Alice, elle est un peu désemparée et elle décide de partir aller voir ses parents qui habitent à Perros-Guirec, qui est en Bretagne. Et quand elle voulait pas y retourner en fait. Quand elle appréhende en fait que ses parents, qui ne sont pas forcément habitués à côtoyer des enfants autistes, ne sauront pas forcément comment réagir et pourraient prendre personnellement des choses qui ne le sont pas du tout, puisque bah, c'est le propre de l'autisme, c'est qu'il y a quand même c'est le propre. Il y a des fonctionnements qu'on ne peut pas, on peut pas aller contre. Enfin, on peut aller contre aucun fonctionnement, mais en tout cas, voilà, elle a son fonctionnement propre avec son fils et elle appréhende de le vivre avec d'autres personnes, en fait. Elle finit par retourner en Bretagne pour y passer des vacances. Et en fait, ça se passe plutôt bien. Son père accueille plutôt bien son fils. Et sa mère, elle est très éteinte. C'est une femme qui vit dans une dépression. Elle a l'air d'être dans une dépression profonde. Et en gros, ça va surtout tourner entre Alice et son père, son fils, et son retour en Bretagne. Alice, elle voulait pas y retourner parce qu'il y a quelques années, enfin plusieurs dizaines d'années même, sa meilleure amie avait disparu. Et donc, elle appréhendait de retourner sur les lieux de cette disparition. On va en savoir un petit peu plus, évidemment. Il va y avoir pas des retours en arrière, mais on va comprendre un petit peu la vie d'Alice quand elle était plus jeune, qui c'est qu'elle côtoyait, comment ça se passait à l'école, comment ça se passait avec ses parents. Et c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé très addictif. Il est vraiment, il se lit, il se dévore. Hein. C'est vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai beaucoup aimé la fin. Après, j'allais dire que j'aurais voulu plus surprenante, mais c'est très compliqué en fait de faire quelque chose de vraiment complètement surprenant sans tomber non plus dans l'invraisemblance avec les thrillers. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un coup de cœur parce que j'ai pas pu lâcher le livre, en fait. J'ai vraiment eu ce truc hyper addictif. Je commençais à le lire et je pouvais pas m'arrêter, en fait. Donc, je suis hyper contente d'avoir su... Je suis hyper contente que j'ai... C'est pas ça. Je suis hyper contente d'avoir suivi la recommandation de Sève d'Il est bien ce livre. Et j'ai lu ce livre en lecture commune avec Claire, je crois. J'ai comme un doute. J'ai pas vérifié les lectures communes, mais il me semble que c'était avec. Les 2 livres qu'il me reste ensuite sont des gros coups de cœur, donc je vais commencer par l'un, mais en fait vraiment les 2 sont des gros coups de cœur. J'ai lu D'or et d'oreiller de Flore Vesco chez l'École des loisirs. Alors, Flore Vesco, moi ça a été une autrice que j'ai découverte avec L'Estrange Malaventure de Mirella, qui reprend le conte du joueur de flûte de Hamelin. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette lecture. J'avais trouvé la plume de Flore Vesco très déstabilisante, car très poétique et en même temps, au début, je me disais, enfin, c'est entre le conte et la poésie et j'avais du mal à me situer. Mais je me rappelle qu'au bout d'un moment, j'avais eu un déclic et alors là, ça avait été vraiment un énorme coup de cœur. Ici, Flore Vesco reprend le mythe de la princesse au petit pois. Donc, je vous rappelle, la princesse au petit pois, une princesse vient chez un prince. Elle passe une nuit sur un matelas, dans un lit où il y a, je ne sais plus, 150 matelas. Et en fait, si elle sent le petit pois qui se trouve tout en dessous des matelas, eh bien, ça veut dire que c'est la princesse qu'il lui faut. Flore Vesco, elle va reprendre cette histoire-là, sauf que cette fois-ci, elle va nous raconter l'histoire de Lord Anderson, qui est un lord qui vit dans un manoir
et qui est héritier d'une énorme fortune et qui va avoir une dot assez colossale et qui va chercher une épouse. Sauf que apparemment, il y a des conditions. Il faut aller dormir, il faut passer une nuit sur place. Sauf qu'on est, je ne sais pas si c'est précisé, mais on est au 19e siècle ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a vraiment des convenances. On ne peut pas aller passer une nuit comme ça chez un garçon, chez un homme célibataire quand on est une jeune fille. Ça n'est pas possible. Donc, on va suivre Madame Watkins qui va monter une espèce de plan un peu semi-bancal, un peu daubé, pour tomber comme par hasard en panne avec sa petite chariote et ses 3 filles devant la maison. Et elle va un peu les planter là comme ça, les 3 filles et leur jeune servante, et leur femme de chambre, pardon. Et elles vont chacune leur tour passer une nuit dans une chambre et on va découvrir si, oui ou non, l'une d'entre elles est faite pour être la princesse qui correspond à ce cher lord. Ce livre, c'est un coup de cœur parce que l'écriture de Flor Vesco, si vous la connaissez pas, je peux que vous encourager à aller la découvrir. C'est extrêmement fin, c'est très bien écrit. Alors attention, on n'est pas sur du jeunesse, on est sur du young adulte. Pourquoi? Parce que dans ce livre, Flor Vesco, elle va nous parler de princesse, elle va nous parler de princesse, de jeune fille, mais elle va nous parler aussi d'autres choses. Elle va aborder d'autres sujets et notamment, elle va aborder les rapports charnels à deux, dans un couple ou seul. Et c'est fait avec énormément de sensualité et de délicatesse. C'est-à-dire que vraiment, elle aborde ça avec une poésie, une douceur, une bienveillance en fait qui est vraiment très très chouette. Et surtout si ça s'adresse à un public de jeunes ados, où on manque un petit peu de douceur, des fois, à cet âge-là, notamment dans un monde où des fois les filtres n'existent plus. Les filtres, alors je ne parle pas des filtres Instagram, évidemment, je parle des filtres, des filtres par rapport au côté cru de certains sujets. Et vraiment, c'était très beau parce que, alors c'était une super histoire, et ce petit truc en plus de la sensualité, vraiment, c'est le mot qui me revenait tout le temps pendant ma lecture, abordé à viser d'un public, on va dire à partir de 14 ans, on va dire à partir de 14 ans, et c'est chouette. Parce que on ne peut pas faire tout ou rien, ne jamais aborder ces sujets-là, ou alors que certains ados les découvrent malheureusement par des biais qui sont complètement tronqués. Et justement, l'autrice nous propose à ce moment-là de découvrir tout ça à travers un ouvrage poétique. Et ça fait du bien. Il me reste, je crois qu'il me reste au moins peut-être 2 livres de Flor Vesco. Je les garde, j'y vais tranquille parce que j'ai vraiment envie de les découvrir progressivement. Tellement ce sont des petits bijoux, des petits bonbons qu'on déguste avec délice. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un début de saga, c'est un coup de cœur et c'est un livre que j'ai reçu en service presse parce que je suis en partenariat avec la maison d'édition. Il s'agit de Three Dark Crown de Kendare Blake que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Magic, que je remercie encore infiniment. La maison d'édition Magic, je vous montre la couverture, c'est la maison d'édition de poche de la maison. C'est la version de poche de la maison d'édition Léa. Donc ça permet, voilà, Léa Young Adult, vous l'avez ici. Ça permet d'acheter des ouvrages de leur maison d'édition qui sont extrêmement qualitatifs à un prix extrêmement intéressant parce qu'on est en dessous de 10 € quand même. Avant de commencer le pitch, j'allais vous faire le pitch de la lecture, mais avant je voudrais vous parler du fait que je suis déjà partie avec ce livre. Ça a été pas en dents de scie, mais ça n'a pas été tout le temps un coup de cœur. Pourquoi? Parce que, en fait, je suis partie avec ce livre en ayant envie que ce soit un coup de cœur. J'adore l'écriture de Kendare Blake et j'avais très très envie. Cette saga me faisait envie elle était dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Et le fait qu'elle soit sortie en poche, c'était un peu l'occasion. Si je n'avais pas été présent en partenariat, de toute façon, je les aurais achetés. C'était prévu. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai lu en lecture commune avec Claire. On s'était dit dès le départ, on les achète dès qu'ils sortent. On va suivre ici le destin de 3 jeunes filles, des triplettes. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Des triplés. Des triplés, ce sont 3 jeunes filles qui sont nées du même ventre, de la même mère au même moment, à peu de choses près. Et Mirabella, Katharine et Arsinoé, ces 3 jeunes filles, elles vivent sur une île, l'île de Fenbirn. Alors, je suis obligée de lire parce que, en fait, tous les noms de fantasy, je les vois, je les photographie, mais je ne les lis pas à voix haute, donc généralement j'oublie. Ces 3 jeunes filles
Elles sont élevées, ensemble jusqu'à 6-7 ans, je crois. Et au bout d'un moment, elles sont séparées pour vivre chacune de leur côté. Pour que, arrivées à l'âge fatidique, il me semble, de 16 ans, oui c'est ça, elles ont 1 an pour s'entretuer. Et c'est celle qui restera qui deviendra reine. Donc elles ne peuvent pas être reines toutes les trois. Elles vont chacune avoir un pouvoir. D'ailleurs, on voit très clairement ici. Il y en a une qui a le pouvoir... alors attendez. Il y en a une qui a le pouvoir des poisons. Ici, ça va être Katharine. Il y en a une qui a le pouvoir élémentaire. Donc, Mirabella, c'est les éléments. Et enfin, Arsinoé, c'est celle qui a le pouvoir sur les animaux. Qui peut avoir un familier et qui a plutôt un pouvoir sur les animaux. On va suivre les 3 jeunes filles à tour de rôle, donc on va suivre toutes leurs cours et comment ça va se passer. Ça a été un peu, alors c'est pas un bémol, mais ça a été un peu compliqué parce que chaque jeune fille est entourée de de quelques personnages féminins. Et j'ai mis un peu de temps à situer qui était qui, je me mélangeais, j'étais là, attends, après, on comprend très vite. Elles ont toutes les 3 une éducation qui est très différente. Après, il y a aussi un autre élément, il y a un autre, pas un organisme, mais il y a une autre entité qui va qui va suivre une des jeunes filles, mais qui normalement est censée être un petit peu plus neutre, si j'ai bien compris. Et donc, on va les suivre toutes les 3 à tour de rôle. Qu'est-ce qu'elles pensent sur le fait qu'elles doivent s'entretuer? Qu'est-ce qu'elles pensent sur le fait qu'elles ont été élevées comme ça alors, dans leur pouvoir, c'est très particulier parce que, par exemple, pour moi, la plus violente, ça a été Katharine. C'est celle qui élevait l'empoisonneuse. Qu'on confronte à du poison en permanence, mais avec une violence inouïe. Elle n'est pas accompagnée par des gens extrêmement bienveillants et doux. Arsinoé, elle est perdue parce qu'elle elle se sent complètement en dehors, enfin complètement en décalage par rapport à ses sœurs. Elle a l'impression d'avoir beaucoup moins de pouvoir. Et Mirabella, c'est la super puissante, celle en qui tout le monde fonde tous ses espoirs. Et donc on va les suivre toutes les 3 jusqu'à un certain événement, puisque il va y avoir des événements qui vont jalonner l'année de leur 16 ans, c'est-à-dire le début de l'année, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas vous en dire plus. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai terminé le bouquin, et ça a été la frustration extrême, parce qu'on a une révélation, mais genre, quand je vous dis une révélation, ça doit être sur la dernière ligne. Voilà, sur la dernière ligne. Et je l'ai lu, j'ai fait « Ah non, il me faut la suite, c'est pas possible !» Sauf que je vais attendre qu'elle sorte en poche, donc je ne vous dis pas, vous verrez quand est-ce qu'elle sortira en poche, si elle sort en poche, en tout cas, je découvrirai la suite avec grand plaisir, ça c'est sûr. J'ai adoré ce début de saga que j'ai trouvé très très addictif, avec ces 3 filles qui ont des personnalités très différentes et qui vivent vraiment des choses, mais qu'on n'est pas censé vivre à 16 ans, hein. C'est quand même, elles ont des vies, il y a beaucoup de pression liée au pouvoir, parce qu'en fait, si elles se retrouvent sur le trône, celle qui se retrouve sur le trône entraîne toute sa cour, donc forcément, ça veut dire que c'est soit les empoisonneurs, soit les élémentaires qui vont avoir tout le pouvoir, en fait, donc c'est hyper important. J'ai hâte de savoir ce que l'autrice va nous réserver pour la suite. Je ne sais plus combien il y a de tomes. Je pense qu'il y en a au moins 3, je ne sais pas. En tout cas, je vous invite à découvrir cette saga, évidemment, avec grand plaisir. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, comme vous avez vu, qui était plein de super méga lectures. Je suis vraiment hyper contente. Je me suis vraiment régalée sur ces dernières lectures, et celles que je suis en train de faire sont également très bien, donc je vous en parlerai plus tard, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est la lecture qui vous tente le plus. Soit sur les mangas, vous pouvez mettre une petite bulle, par exemple. Soit si c'est c'est facile, hein, si c'est La Nuit des Anges, vous pouvez mettre un enfant ou un couteau. Comme ça, on voit bien la disparition ou la mort, on ne sait pas trop. D'or et d'oreiller, facile, vous pouvez mettre un lit, une princesse, même si c'est pas forcément des princesses dans le livre, mais on sait que c'est tiré d'un livre, tiré d'un conte avec une princesse. Et si c'est Three Dark Crown, ah là, il faut mettre une couronne, mais là, il faut mettre une princesse. Donc attention, ne mélangez pas selon lequel vous tente le plus. Et là, vous pouvez mettre plein de choses parce que vous pouvez mettre le livre hachu. Vous pouvez mettre un des éléments d'une des 3 élémentaires pour pouvoir me dire si c'est celui-ci qui vous tente le plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!